Je m'appelle Emma Parker, j'ai 22 ans et je suis la première personne de ma famille à obtenir un diplôme universitaire. Après avoir cumulé plusieurs emplois pendant 4 ans pour payer mes frais de scolarité, le grand jour est enfin arrivé. Mais au lieu de parents fiers dans l'auditoire, j'ai reçu un SMS de dernière minute. Désolé chérie, la fête du Super Bowl chez les Anderson est prévue depuis des mois. J'ai traversé la scène, diplôme en main, souriant pour le photographe, puis j'ai fondu en larmes sur le parking. Ce moment a tout changé. Avant de partager ce qui s'est passé ensuite, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Si vous avez déjà été déçu par votre famille lors de votre plus grand jour, abonnez-vous et restez avec moi. Parfois, les trahisons les plus douloureuses mènent aux plus beaux commencements. J'ai grandi à Oakwood Heights, une banlieue moyenne à environ 40 minutes de Chicago, dans une maison de plain-pied de 3 chambres avec une peinture bleue délavée et une pelouse inégale que mon père n'a jamais vraiment réussi à réparer. Mon père, Mike, travaillait dans la construction, ce qui le tenait occupé 6 jours par semaine pendant les mois de beau temps, et il était employé de façon sporadique pendant l'hiver. Maman, Diane, travaillait à temps partiel comme réceptionniste chez un dentiste local, bien qu'elle se soit fréquemment mise en congé maladie lorsque ses émissions de télévision préférées avaient des finales de saison ou lorsque son groupe d'amis planifiait des sorties shopping. Ni l'un ni l'autre de mes parents n'a terminé plus que le lycée, mon père ayant à peine obtenu son diplôme et ma mère s'en tirant avec décès. L'éducation n'a jamais été valorisée dans notre foyer. Les devoirs étaient quelque chose à bâcler, les bulletins scolaires étaient parcourus puis jetés sur le comptoir sans commentaire, et les réunions parents-professeurs n'étaient suivies que lorsque cela était absolument nécessaire, mes parents vérifiant leur montre toutes les quelques minutes. J'étais différente dès le début. Je dévorais des livres à la lampe de poche sous mes couvertures, créais des projets scientifiques sans aucune aide et me forçais à obtenir des A malgré l'absence totale d'encouragement de la maison. Le schéma a commencé tôt. En 3e année, j'ai gagné l'Expo Science avec un projet sur la photosynthèse des plantes sur lequel j'avais travaillé pendant des semaines, mais aucun de mes parents ne s'est présenté parce que papa avait une partie de poker et maman ne voulait pas conduire sous une pluie légère. Au collège, lorsque j'ai obtenu les honneurs chaque trimestre, ils ont manqué la cérémonie de reconnaissance parce que leur restaurant préféré avait une offre spéciale 2 pour 1 ce soir-là. Le lycée a apporté plus de la même chose. Lorsque j'ai été nommé major de promotion, ils se sont plaints d'avoir à assister à une cérémonie ennuyeuse plutôt que d'exprimer leur fierté. Je me souviens avoir répété mes dissertations de candidature à l'université à la table de la cuisine pendant que maman regardait la télé-réalité à plein volume dans le salon adjacent, me criant parfois de baisser la voix. Malgré tout, j'étais déterminée à briser le cycle. J'ai postulé en secret à 17 universités, en utilisant des dispenses de frais que mon conseiller d'orientation m'a aidé à trouver. Et lorsque les lettres d'acceptation sont arrivées, je les ai cachées dans une boîte à chaussures sous mon lit. Le jour où l'université Northwestern m'a offert une bourse d'études partielles, c'était la première fois que je me permettais vraiment d'espérer. J'ai répété pendant des heures comment j'allais l'annoncer à mes parents, en m'entraînant à répondre à leur scepticisme inévitable. Ce soir-là, j'ai annoncé mon acceptation pendant le dîner, expliquant comment la bourse couvrirait 60% des frais de scolarité. Papa a continué à manger son pain de viande, levant à peine les yeux. L'université, c'est une perte d'argent. Le fils de mon copain y est allé pendant 2 ans et maintenant il gère la même épicerie où il aurait pu travailler dès la sortie du lycée. Maman a au moins fait semblant d'être heureuse, bien que sa première question ait été de savoir si j'allais faire la navette pour pouvoir continuer à aider aux tâches ménagères. J'ai passé les 3 mois suivants à les convaincre que l'université ne nous ruinerait pas, en recherchant moi-même des prêts étudiants, en postulant à toutes les bourses que je pouvais trouver et en promettant que je travaillerais à temps partiel tout au long de mes études. Le jour du déménagement, papa a aidé à charger mes quelques affaires dans notre minivan vieillissant, mais s'est plaint du prix de l'essence pendant les 2 heures de route. Maman m'a rappelé 4 fois de ne pas gaspiller d'argent en vêtements de marque universitaire, car les vêtements ordinaires sont la même chose sans le logo. Ils m'ont déposé à mon dortoir avec une brève accolade et sont partis avant que j'aie terminé les formalités administratives à l'accueil, impatient d'éviter le trafic du week-end pour retourner en banlieue. Debout dans ma moitié vide de la chambre du dortoir cet après-midi d'août, je me suis promis de rendre chaque sacrifice valable. Ces 4 années à Northwestern ont mis à l'épreuve chaque once de ma détermination. Le premier semestre de ma première année a frappé comme un raz de marée.
La rigueur académique était au-delà de tout ce que j'avais connu, avec des professeurs qui assignaient des centaines de pages de lecture par semaine et attendaient une participation réfléchie de tous. En 2 semaines, j'ai trouvé un emploi au café du campus, travaillant 30 heures par semaine tout en suivant une charge de cours complète. Mon emploi du temps est devenu une opération militaire, cours du matin au milieu de l'après-midi, quart de travail au café jusqu'à la fermeture, puis études jusqu'à 2 heures du matin à la bibliothèque avant de recommencer. Ma colocataire Lily, une étudiante en commerce de Seattle avec des mèches vert émeraude dans ses cheveux noirs, pensait au départ que j'étais asociale, jusqu'à ce qu'elle réalise que je n'avais tout simplement pas les moyens de me reposer. Tu travailles plus dur que quiconque que j'ai jamais rencontré, m'a-t-elle dit un soir, me trouvant à moitié endormie sur des manuels d'économie. Elle est devenue ma première vraie amie là-bas, me forçant à prendre des pauses occasionnelles et me laissant des post-it encourageants sur mon bureau pendant la semaine des examens finaux. J'ai rejoint un groupe d'études avec 3 autres étudiants boursiers, Jamal, un étudiant en médecine qui mémorisait des fiches sur le bus, Tina, une future ingénieure qui pouvait expliquer les concepts de calcul comme si elle racontait une histoire intéressante, et Vince, un étudiant en comptabilité qui organisait nos réunions hebdomadaires avec des horaires à code couleur. Nous nous sommes liés par nos angoisses financières communes et avons célébré les petites victoires des uns et des autres. Mes parents sont rarement entrés dans ce nouveau monde. Pendant ma première année, j'appelais à la maison chaque semaine, impatiente de partager mes expériences. Lorsque j'ai dit avec enthousiasme à maman que j'avais réussi mon premier examen d'économie de niveau universitaire, elle m'a interrompu avec une histoire de 10 minutes sur les potins du quartier. Les réponses de papa à mes réussites scolaires étaient généralement « c'est bien » ou « ne laisse pas ça te monter à la tête ». Leurs questions portaient exclusivement sur le fait de savoir si je dépensais trop ou si je pouvais envoyer de l'argent à la maison pour des réparations imprévues de la voiture. En 2e année, nos appels se sont réduits à des vérifications mensuelles qui me laissaient émotionnellement épuisée. J'ai ajouté un 2e emploi comme assistante de recherche pour le professeur Bennett au département d'économie, ce qui signifiait transcrire des entrevues et organiser des données 20 heures par semaine en plus de mes quarts de travail au café et de mes cours. Je subsistais avec les restes du café et des nouilles ramen, calculant le budget minimum exact pour l'épicerie afin d'éviter la malnutrition. En 3e année, malgré mon emploi du temps chargé, j'ai rejoint l'association des étudiants de première génération à l'université, devenant finalement sa trésorière. Nous avons organisé des événements de réseautage et créé un programme de mentorat jumelant des étudiants de première année avec des étudiants de niveau supérieur qui comprenaient leurs défis uniques. À travers les yeux injectés de sang et l'épuisement perpétuel, j'ai maintenu ma moyenne pondérée cumulative au-dessus de 3,8, faisant la liste du doyen chaque semestre. Mes parents ont visité le campus exactement 2 fois en 4 ans, une fois pendant l'orientation des étudiants de première année parce que c'était obligatoire, et une fois en 2e année lorsqu'ils traversaient Chicago pour rendre visite aux cousins de mon père. Les 2 fois, ils se sont plaints des frais de stationnement, se sont précipités dans les visites du campus et ont demandé quand je finirais pour pouvoir trouver un vrai travail. Pendant ce temps, je regardais les parents de Lily lui envoyer des colis de soins mensuels et conduire 6 heures pour assister à ses petites représentations dans les productions théâtrales du campus. La mère de Jamal l'appelait tous les jours pour lui poser des questions détaillées sur ses cours et lui envoyait des SMS encourageants avant chaque examen difficile. Le contraste tordait quelque chose dans ma poitrine, bien que je repousse le sentiment, me concentrant sur la construction de ma propre famille choisie. En dernière année, j'avais décroché un stage prestigieux dans une start-up technologique au centre-ville de Chicago. Ces 20 heures hebdomadaires, en plus de mes 2 autres emplois, signifiaient que je dormais environ 4 heures par nuit, mais les relations se sont avérées inestimables. Mon superviseur est devenu un mentor qui m'a finalement offert un poste à temps plein à leur siège social de Seattle après l'obtention de mon diplôme. Lorsque j'ai partagé cette nouvelle avec mes parents pendant les vacances de Thanksgiving, papa a demandé « Pourquoi déménagerais-tu si loin juste pour un travail ?» Et maman s'est plainte de la pluie constante de Seattle. À l'approche de la remise des diplômes, j'ai essayé de repousser l'anxiété rampante quant à savoir s'ils y assisteraient réellement. Bien sûr que nous y serons, m'a assuré maman en janvier. Nous ne manquerions pas le grand jour de notre fille unique. Je voulais désespérément la croire. Le semestre de printemps de ma dernière année est devenu un flou de fin de thèse, de préparation à l'emploi et de planification de la remise des diplômes. Ma thèse d'économie,
analysant les stratégies d'investissement d'impact et les marchés en développement, à consommer la plupart de mes heures d'éveil, le professeur Bennett me poussant à la rendre digne de publication. Simultanément, mon futur employeur m'envoyait chaque semaine des documents d'intégration et du matériel de formation, s'attendant à ce que je les remplisse en plus de mes responsabilités scolaires. Malgré tout, la joie anticipée de la remise des diplômes m'a soutenue. Après 17 années d'études, des milliers d'heures d'études et de travail et d'innombrables sacrifices, je traverserai cette scène en tant que première Parker à obtenir un diplôme universitaire. 3 mois avant la cérémonie, j'ai envoyé des faire-part de remise des diplômes officiels à mon petit cercle, y compris une invitation en relief pour mes parents avec les détails de la cérémonie, des plans du campus et des recommandations de restaurants à proximité. Maman a appelé après l'avoir reçu, exceptionnellement enthousiaste. Nous avons déjà demandé un congé. Papa prévoit même de louer une meilleure voiture pour le trajet. Cette excitation inattendue a libéré une tension que je n'avais pas réalisé que je portais. J'ai immédiatement réservé une chambre d'hôtel à un prix raisonnable près du campus, mettant les $379 sur ma carte de crédit presque au maximum comme un investissement pour rendre le week-end spécial. J'ai réservé une table à l'Osteria Lagona, un restaurant italien juste assez chic pour se sentir festif sans être ostentatoire, calculant que je pourrais couvrir le dîner si je travaillais 2 fois plus au café pendant 2 week-ends. Chaque dimanche soir, j'appelais à la maison avec des nouvelles de la remise des diplômes, comptant les semaines. Plus que 7 semaines, tu peux le croire? Puis, plus que 30 jours maintenant. Maman répondait toujours affirmativement, bien que j'ai remarqué que son enthousiasme diminuait légèrement à chaque appel. À 6 semaines de la date, elle a mentionné un conflit de travail potentiel pour papa, mais m'a assuré qu'il trouverait une solution. 1 mois avant, lorsque j'ai appelé pour confirmer les détails de leur réservation d'hôtel, maman a répondu distraitement, me demandant de rappeler plus tard parce qu'elle regardait une finale de saison. 5 semaines avant la remise des diplômes, Northwestern a envoyé un courriel concernant la commande de toges et de mortier. J'ai fait des folies sur le forfait photographique de meilleure qualité, imaginant la photo professionnelle de moi flanquée de mes fiers parents devenant leur premier souvenir universitaire encadré. J'ai commandé 3 billets pour la cérémonie, un pour chaque parent et un de réserve pour les urgences, payant l'imprimerie du campus pour créer un étui décoratif. 2 semaines avant la cérémonie, lors de notre appel hebdomadaire, maman a mentionné avec désinvolture quelque chose qui m'a arrêté le cœur. Au fait, chérie, il pourrait y avoir un petit conflit avec ton week-end de remise des diplômes. Les Anderson organisent toujours cette incroyable fête du Super Bowl et ils ont spécifiquement demandé si nous venions cette année. Je leur ai dit que nous avions ton truc ce week-end-là, mais Linda a dit qu'ils préparaient le poulet buffalo préféré de papa et que tout le monde du quartier y sera. Je me suis assise par terre dans ma chambre de dortoir, le téléphone collé à l'oreille, luttant pour assimiler ces paroles. Ma remise des diplômes n'était pas seulement le week-end du Super Bowl, elle était prévue pour midi le dimanche, des heures avant le début de tout match. Maman, la cérémonie est à midi. Le Super Bowl ne commence pas avant 18h. Vous pourriez facilement faire les deux, ai-je dit en luttant pour garder ma voix stable. Oh, mais la préfète des Anderson commence à 14h et c'est presque 1 heure de route depuis ton école. Nous devrions nous dépêcher et tu sais comment est la circulation, a-t-elle répondu. En plus, nous manquerions les publicités, qui sont la meilleure partie. Ma poitrine se serra en réalisant qu'elle pesait réellement ces options comme si elles étaient équivalentes. Maman, c'est ma remise des diplômes. J'ai travaillé 4 ans pour ça. Je suis la première personne de notre famille à obtenir un diplôme. S'il te plaît, dis-moi que tu n'envisages pas sérieusement de la manquer pour une fête à laquelle tu peux assister chaque année. Son soupir a traversé le téléphone. Ne sois pas dramatique, Emma. Nous allons essayer de faire les deux, d'accord? Laisse-moi en parler à ton père et trouver une solution. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, fixant le plafond tandis que l'anxiété me rongeait l'estomac. La semaine précédant la remise des diplômes, j'ai envoyé quotidiennement des SMS de demande de confirmation, recevant des réponses de plus en plus tardives et évasives. J'ai récupéré ma toge et mon mortier, passant mes doigts sur le tissu lisse tout en retenant mes larmes dans la boutique du campus. J'ai confirmé ma réservation au restaurant, la réduisant de 4 personnes à peut-être 3. La veille de la remise des diplômes, j'ai nettoyé mon appartement,
préparer un petit déjeuner simple pour le matin et disposer ma robe et mes chaussures. Mon téléphone est resté étrangement silencieux jusqu'à 22h37, lorsqu'il a finalement sonné. La voix de maman est venue avec une gaieté forcée. Salut chérie, écoute, je suis vraiment désolée, mais nous avons décidé que nous ne pouvons tout simplement pas venir demain. Ton père s'est fait mal au dos en soulevant quelque chose de lourd et je devrais conduire seule, et tu sais comme je déteste conduire sur l'autoroute. En plus, les Anderson comptent vraiment sur nous pour apporter le taco dip étagé et Linda serait tellement déçue. Chaque mot a été comme un coup physique. Vous ne venez pas du tout, ai-je murmuré. C'est juste une cérémonie, chérie. Elles sont toutes pareilles, des discours ennuyeux et tout le monde porte la même tenue. Nous sommes vraiment fiers de toi, tu sais. Peut-être que tu peux nous faire une vidéo ou voir s'ils vendent des DVD. J'ai raccroché peu de temps après, incapable de poursuivre la conversation à travers mes larmes. Assise seule dans mon appartement, ma toge de remise des diplômes accrochée à la porte de mon placard, je me suis autorisé 30 minutes de sanglots avant de régler mon réveil. Demain arriverait quoi qu'il arrive. Le matin de la remise des diplômes s'est levé clair et lumineux, le soleil de début mai traversant les stores de ma chambre lorsque mon réveil a sonné à 7 heures. L'écran de mon téléphone affichait des SMS de félicitations de Lily, Jamal et du professeur Bennett, mais rien de mes parents. J'ai forcé la moitié d'une tartine en me préparant, mon estomac trop noué pour un vrai petit déjeuner. L'appartement était étrangement calme pendant que je fermais ma robe, appliquais un maquillage minimal et positionnais soigneusement mon mortier, le fixant avec des épingles à cheveux supplémentaires contre la brise printanière. Debout devant le miroir dans ma toge noire de remise des diplômes, le gland pendant correctement du côté droit, je me suis entraînée à sourire jusqu'à ce que cela ait l'air presque naturel. Une dernière tentative désespérée, j'ai appelé les numéros de mes deux parents, tombant sur leur messagerie vocale à chaque fois. J'ai laissé un message simple, c'est le jour de la remise des diplômes. La cérémonie commence à midi. Je vous ai gardé des places. S'il vous plaît, venez. L'université avait transformé la cour principale en une mer de chaises pliantes blanches faisant face à une scène surélevée ornée de bannières violettes de Northwestern. Des étudiants se regroupaient par groupes nerveux et excités, ajustant leurs mortiers et prenant des photos partout où je regardais. Des familles fières embrassaient les diplômés, les pères redressant les cravates de leurs fils, les mères essuyant des larmes tout en se positionnant pour des photos parfaites. Les grands-parents traversaient péniblement la pelouse avec des cannes et des déambulateurs, déterminés à assister à la réussite de leurs petits-enfants malgré l'inconfort physique. Les frères et sœurs portaient des t-shirts avec les visages des diplômés imprimés dessus, tenant des pancartes faites à la main et des bouquets de fleurs. J'ai serré mon porte-billets de remise des diplômes vide, scrutant la foule grandissante à la recherche de visages familiers qui n'apparaîtraient pas. Lily m'a repéré seule et s'est précipitée, ses parents la suivant avec des sourires chaleureux. Emma, mes parents t'ont apporté un bouquet pour ta remise des diplômes. Elle a drapé les fleurs blanches parfumées autour de mon cou tandis que sa mère me serrait dans ses bras impulsivement. Nous sommes si fiers de toi, chérie. Lily nous dit à quel point tu as travaillé dur. Leur gentillesse a failli me faire perdre mon sang-froid. Je les ai remerciés, inventant des excuses sur le retard de mes parents avant de m'échapper vers la zone d'enregistrement des diplômés. Nous nous sommes alignés par ordre alphabétique, le professeur Martinez nous aidant à redresser nos rangs alors que nous nous préparions à entrer en procession. Je continuais à jeter des coups d'œil à la zone des sièges réservés aux familles, mon cœur bondissant chaque fois que je voyais quelqu'un avec la couleur de cheveux de ma mère ou la corpulence de mon père, puis s'effondrant à nouveau à chaque erreur d'identité. La cérémonie a commencé avec pompe and circonstance résonnant à travers la cour alors que nous marchions vers nos sièges. Tout au long du discours de bienvenue du président de l'université et du discours du conférencier invité, j'ai continué à chercher dans la foule, plissant les yeux contre le soleil pour examiner chaque retardataire. Lorsque les diplômés du département d'économie ont été appelés, ma rangée s'est levée et s'est dirigée vers la scène. À 4 personnes devant moi, mon téléphone a vibré dans la poche que j'avais cousue à l'intérieur de ma toge. Le sortant rapidement, j'ai vu une notification Facebook. Ma mère avait publié de nouvelles photos étiquetées « Préparation de la préfète du Super Bowl chez les Anderson », montrant le comptoir de notre cuisine couvert de plateaux de collation et de glacières à bière. Horodatage, il y a 18 minutes.
J'ai repoussé le téléphone alors que mon nom résonnait dans les haut-parleurs. Emma Louise Parker, licence en sciences économiques, summa cum laude. Traverser cette scène a demandé chaque once de force que je possédais. J'ai serré la main du doyen, accepté mon étui à diplôme et souri au photographe comme indiqué, n'entendant que des applaudissements clairsemés là où d'autres diplômés avaient reçu des acclamations enthousiastes. Du coin de l'œil, j'ai aperçu Lily et ses parents debout, applaudissant vigoureusement depuis leur siège. Toute la famille élargie de Jamal sifflait du fond de la salle. Je suis retournée à ma place, mon diplôme serré dans ma main, respirant lentement pour contrôler les larmes qui menaçaient de s'échapper. Après la fin de la cérémonie et le lancer des mortiers, la cour s'est transformée en une zone de fête. Les familles ont envahi les diplômés, les appareils photos ont clignoté continuellement et les rires se sont mêlés aux larmes de joie. Je me tenais maladroitement à la périphérie, regardant la scène se dérouler comme un film dans lequel je n'avais pas été choisie. Lily m'a rapidement trouvée, insistant pour que je me joigne aux photos de famille. « Viens ici, Parker. Tu fais partie de la famille aujourd'hui. » Son père m'a placé à côté de Lily, sa mère a redressé mes cordons d'honneur et ils ont pris plusieurs photos avant de me donner leurs coordonnées pour que je puisse les recevoir plus tard. La mère de Jamal m'a glissé une carte dans la main avec une carte cadeau généreuse à l'intérieur, murmurant qu'elle était tellement impressionnée par quiconque obtenait son diplôme sans dette grâce à un travail acharné. Leur gentillesse, bien que sincère, mettait en évidence l'absence que je ne pouvais ignorer. Après 30 minutes de sourires forcés et de refus de diverses invitations à déjeuner en famille, j'ai inventé des excuses pour rencontrer mes parents ailleurs, marchant rapidement à travers le campus vers le parking, la vue brouillée. J'ai à peine atteint ma voiture avant que les premiers sanglots n'éclatent. Assise au volant de ma Honda de 15 ans, toujours vêtue de ma toge de remise des diplômes, j'ai enfin libéré le chagrin que je retenais. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je frappais le volant. Des années de déception culminant dans ce rejet ultime. Entre deux respirations haletantes, j'ai fait défiler mon téléphone pour trouver une autre photo que ma mère avait publiée, un selfie avec des amis du quartier, des gobelets en plastique rouge levés vers l'appareil photo, avec la légende « Le dimanche du Super Bowl est meilleur que n'importe quelle cérémonie ». L'horodatage indiquait qu'elle avait été publiée au moment exact où je traversais la scène. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là, un dernier espoir que peut-être il s'était soucié de moi depuis le début, mais qu'il le montrait simplement différemment. Essuyant le mascara de mes joues avec la manche de ma toge de remise des diplômes, j'ai démarré la voiture et quitté le campus, laissant derrière moi mes années d'université et mes illusions sur la famille. Le dimanche soir m'a trouvé seule dans mon appartement, entourée de boîtes de déménagement à moitié emballées et de contenants à emporter du dîner de célébration que Lily avait insisté pour m'apporter avant de partir avec ses parents. J'avais souri pendant notre repas, lui assurant que j'allais bien, que je comprenais l'absence de mes parents, que je n'étais pas vraiment contrariée. Au moment où sa voiture s'est éloignée, ma façade soigneusement entretenue s'est effondrée. J'ai passé des heures à alterner entre les pleurs et le regard fixe dans le vide, rejoignant non seulement cette déception, mais des années de moments similaires, les expositions d'art à l'école primaire où mon dessin était resté sans être vu, les soirées de remise des prix au lycée où j'acceptais des certificats tout en scrutant les sièges vides de l'auditoire, les lettres d'acceptation à l'université accueillies avec indifférence. Le sommeil est venu par à-coups, interrompu par des rêves où je traversais des scènes interminables à la recherche de visages qui n'apparaissaient jamais. Le lundi matin, mon téléphone a sonné avec un SMS de maman. « Comment s'est passée ta remise des diplômes ? Ont-ils pris de belles photos ? » Aucune reconnaissance de leur absence, aucune excuse, pas même de félicitations. J'ai tapé et supprimé une douzaine de réponses avant de me décider pour « C'était important pour moi. Je voulais vraiment que toi et papa soyez là. Ça m'a fait mal que vous ayez choisi une fête à la place. » Sa réponse est arrivée rapidement. « Ne sois pas si sensible. Ces cérémonies sont toutes pareilles de toute façon. Ta cousine Becky a manqué sa propre remise des diplômes parce qu'elles sont tellement ennuyeuses. C'est juste traverser la scène, ce n'est pas comme si tu avais pratiqué une chirurgie cérébrale. De toute façon, la fête était vraiment amusante. Les Anderson avaient ce incroyable dip à 7 couches. J'ai posé mon téléphone, trop épuisé émotionnellement pour expliquer pourquoi sa réponse aggravait plutôt que guérissait la blessure. Mardi et mercredi se sont écoulés dans le flou du nettoyage de l'appartement, du tri des dons et de la préparation à l'emploi.
Mes parents n'ont pas appelé et je n'avais pas l'énergie de les contacter. Le jeudi après-midi, 3 jours après la remise des diplômes, mon téléphone a affiché le numéro de mon père, la première fois qu'il appelait directement depuis des mois. Un petit espoir insensé a vacillé dans ma poitrine. Peut-être avaient-ils réalisé leur erreur. Peut-être appelaient-ils enfin pour s'excuser, pour reconnaître l'étape importante qu'ils avaient manquée. J'ai répondu avec un optimisme prudent. « Salut papa. »« Salut ma fille », a-t-il répondu, utilisant le surnom d'enfance qui m'avait autrefois fait sentir spécial. « Ta mère et moi parlions et nous voulions savoir si tu t'installais bien avec ce nouveau travail. » La conversation a commencé assez normalement, des questions superficielles sur mon appartement, quand je déménagerais, si le temps de Seattle me dérangerait. J'ai commencé à me détendre légèrement, me disant que c'était peut-être leur façon de se racheter. Puis est venu le changement de cap que j'aurais dû anticiper. Alors écoute, Emma, la vraie raison pour laquelle j'appelle, c'est que nous avons un petit problème à la maison. Le lave-vaisselle a inondé le sol de la cuisine hier et quand le plombier est venu, il a trouvé toutes sortes de problèmes avec les tuyaux. Il s'avère que nous avons besoin d'environ $3 000 de réparation et nos cartes de crédit sont au maximum en ce moment. La sensation familière de naufrage est revenue dans mon estomac alors qu'il continuait. Nous avons pensé que puisque tu commenceras bientôt ce travail chic, tu pourrais peut-être aider ton vieux père avec un prêt. Tu peux probablement obtenir un de ces prêts diplômés à faible intérêt ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Nous te rembourserions éventuellement, bien sûr. Je me suis assise sur mon lit, stupéfaite, silencieuse. Non seulement ils avaient manqué le jour le plus important de ma vie académique pour une fête, mais leur premier contact par la suite était pour demander de l'argent. Pas de félicitations, pas de reconnaissance de ma réussite, juste un autre retrait d'un compte bancaire émotionnel qui était à découvert depuis des années. « Emma, tu es toujours là ?» a demandé papa. « Je suis là », ai-je répondu doucement. « Je suis juste surprise. Je n'ai même pas encore commencé mon travail. Je ne reçois pas mon premier chèque de paie avant près d'un mois et je dois payer le premier et le dernier mois de loyer d'un appartement à Seattle, plus les frais de déménagement. Eh bien, ta mère a dit que tu as reçu de l'argent de la part de parents pour ta remise des diplômes. Tu pourrais peut-être utiliser ça. Après tout ce que nous avons fait pour toi, te loger pendant toutes ces années, il me semble que tu pourrais aider un peu la famille. C'est ce que fait la famille. Ma gorge se serra. J'ai besoin d'y réfléchir. Je vous rappellerai. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse me faire pression davantage, puis je suis restée immobile, le téléphone serré dans ma main. L'audace même de leur demande a cristallisé des années de schémas similaires que j'avais normalisés ou excusés en grandissant. J'avais interprété leur comportement comme celui de parents occupés faisant de leur mieux. À l'université, je me disais qu'ils ne comprenaient tout simplement pas le monde universitaire. Maintenant, avec une clarté douloureuse, je reconnaissais la nature unilatérale de notre relation. On s'attendait à ce que je réponde à leurs besoins, tandis que les miens restaient en permanence secondaires. Le lendemain matin, j'ai appelé le centre de conseil de l'université, où les diplômés avaient encore accès au service pendant un mois après l'obtention de leur diplôme. La conseillère, le docteur Martinez, m'a écouté attentivement pendant que je décrivais à la fois l'absence à la remise des diplômes et la demande financière. « Emma, ce que tu décris ressemble à un schéma de négligence émotionnelle », a-t-elle dit doucement. Tes sentiments de blessure et de trahison sont tout à fait valables. La question maintenant est de savoir quelles limites tu dois fixer pour ton propre bien-être. Nous avons discuté de la dynamique familiale saine par rapport aux relations basées sur l'obligation, de la différence entre aider la famille et permettre des schémas nuisibles. Pour la première fois, j'ai verbalisé une pensée qui rôdait sous la surface depuis des années, peut-être que maintenir des liens étroits avec mes parents n'était pas obligatoire. Peut-être que la distance, à la fois géographique et émotionnelle, pourrait être le choix le plus sain. Le docteur Martinez m'a aidé à rédiger des scripts pour fixer des limites, soulignant que je ne devais pas prendre de décision par culpabilité ou par obligation. En quittant son bureau, une notification sur mon téléphone indiquait 3 appels manqués de ma mère. J'ai ressenti le poids d'une décision imminente. Ah là! Is-je perpétuer le cycle de déception et de dons unilatéral, ou allais-je enfin donner la priorité à mon propre bien-être? Cette nuit-là fut l'une des plus longues de ma vie.
L'insomnie ponctuée de pensées fulgurantes et de larmes inattendues. Je suis resté éveillé, rejoignant la séance de counseling, cataloguant mentalement chaque déception parentale significative de mon enfance jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Vers 3 heures du matin, je me suis retrouvé à créer un bilan dans mon esprit formé à l'économie, investissements émotionnels versus retour, schéma de comportement, indicateurs prédictifs pour les interactions futures. À l'aube, l'épuisement avait dissipé toutes les illusions restantes. J'avais passé toute ma vie à rechercher l'approbation de personnes constitutionnellement incapables de la fournir. Mon ordinateur portable brillait dans l'obscurité d'avant l'aube alors que je recherchais des vols allers simples pour Seattle. Mon nouvel emploi ne devait pas commencer avant 3 semaines, mais l'entreprise avait mentionné une certaine flexibilité. Un courriel tôt le matin à ma future superviseure, Nathalie, expliquait ma situation en termes professionnels. En raison de changements inattendus dans ma situation de logement, je me demandais s'il serait possible de commencer un peu plus tôt que la date convenue. Sa réponse est arrivée pendant que je prenais une douche, absolument. Nous serions ravis de vous accueillir plus tôt. Nous offrons 2 semaines de logement d'entreprise pour les employés qui déménagent. Faites-moi savoir votre date d'arrivée préférée et je prendrai les dispositions nécessaires. Une étrange légèreté a rempli ma poitrine, la sensation de chaîne qui se desserre. J'ai ouvert mon application bancaire, examinant mes maigres économies, $1 237 sur mon compte courant, plus $820 en cadeau de fin d'études de la part de parents et de professeurs. Combiné à l'offre de logement d'entreprise, cela suffirait pour un dépôt de garantie et des meubles modestes. J'ai réservé un billet aller simple pour Seattle pour le mardi suivant, la date la plus proche qui me permettait d'emballer et d'expédier correctement mes affaires. Le courriel de confirmation du billet ressemblait à une déclaration d'indépendance. Lily est revenue du voyage post-diplôme de sa famille cet après-midi-là. J'ai expliqué mes plans accélérés en prenant un café à notre table de cuisine. « Waouh, c'est rapide », a-t-elle dit, les yeux écarquillés. Mais honnêtement, après ce que tes parents ont fait, je comprends tout à fait que tu veuilles un nouveau départ. Elle m'a aidé à rechercher des options d'expédition pour mes livres et mes vêtements d'hiver, offrant de stocker tout ce que je ne pouvais pas emporter immédiatement. Et tes parents, a-t-elle finalement demandé. Leur as-tu dit? J'ai secoué la tête. Je vais leur envoyer un SMS une fois que tout sera finalisé. Je ne suis pas prête pour un autre appel téléphonique pour le moment. Ce soir-là, j'ai composé le message le plus difficile que j'ai jamais écrit. Maman et papa, j'ai décidé de déménager à Seattle la semaine prochaine pour commencer mon nouveau poste plus tôt que prévu. Je ne suis pas en mesure financière d'aider pour les réparations de la maison. J'ai besoin d'espace pour digérer tout ce qui s'est passé, y compris votre absence à ma remise des diplômes. Je vous enverrai ma nouvelle adresse une fois installée. Leur réponse est arrivée en quelques minutes. Ma mère a appelé à plusieurs reprises, mon père a envoyé des SMS de plus en plus agités. C'est comme ça que tu traites ta famille après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu es égoïste et ingrate. Le dernier message a été le plus douloureux, si tu pars comme ça, ne t'attends pas à ce que nous te accueillions à bras ouverts quand ce travail ne fonctionnera pas. Pour la première fois, leurs mots ne m'ont pas dévasté. Au contraire, ils ont confirmé que je prenais la bonne décision. J'ai désactivé les notifications de leur numéro et me suis concentré sur l'emballage, triant 4 années de vie universitaire, décidant ce qui méritait une place dans mon nouveau départ. Le week-end s'est déroulé dans une activité intense, donner des meubles aux étudiants internationaux entrants, expédier 8 boîtes de livres et de vêtements d'hiver, nettoyer mon appartement pour garantir le remboursement intégral du dépôt de garantie. Lily et notre groupe d'amis ont organisé un dîner d'adieu improvisé le dimanche soir dans notre pizzeria préférée. À Emma, a toasté Jamal en levant son verre de soda. Qui est assez courageuse pour poursuivre ses rêves à 3000 miles de distance? Tina m'a offert un guide de Seattle, chaque ami ayant marqué ses endroits recommandés avec des surligneurs de différentes couleurs. Vince avait créé un tableur détaillé des quartiers de Seattle avec des comparaisons du coût de la vie. Ces personnes, qui étaient venues à mes présentations, avaient célébré mes réussites, m'avaient soutenu dans mes défis, représentaient ce qu'était un véritable soutien. Ce soir-là, alors que je me préparais à dormir sur un matelas pneumatique emprunté dans ma chambre vide, j'ai débloqué les numéros de mes parents assez longtemps pour envoyer un dernier message, je pars mardi matin.
J'ai besoin de temps et d'espace pour construire ma propre vie. Je vous contacterai quand je serai prête. Puis j'ai éteint mon téléphone complètement, ne voulant pas laisser leur réponse affecter ma résolution. Le lundi a apporté les dernières courses, fermer mon compte bancaire local, récupérer mon diplôme officiel du campus, me faire couper les cheveux pour les entretiens d'embauche. J'ai parcouru le campus une dernière fois, disant au revoir aux salles de classe où j'avais découvert ma passion académique et au coin de la bibliothèque où j'avais étudié pendant d'innombrables nuits. Debout devant le bâtiment d'économie, j'ai remercié silencieusement le professeur Bennett d'avoir cru en mon potentiel alors que je croyais à peine en moi-même. Vous prenez la fuite ? La voix derrière moi appartenait au professeur Bennett elle-même, un café du campus à la main, m'observant d'un air entendu. Un nouveau départ, ai-je corrigé, esquissant un sourire. Seattle a de la chance de vous avoir, Parker. J'ai recommandé beaucoup d'étudiants à des entreprises au fil des ans, mais peu avec votre détermination. Elle m'a tendu sa carte de visite avec une adresse électronique personnelle écrite au dos. Restez en contact. Je m'attends à de grandes choses. Sa simple reconnaissance de ma valeur m'a semblé plus valorisante que toute reconnaissance que mes parents auraient pu offrir. Le mardi matin est arrivé avec une clarté inattendue. Je me suis réveillée avant mon réveil, j'ai emballé mes dernières affaires dans 2 valises et j'ai appelé un VTC pour l'aéroport. Alors que la voiture s'éloignait de mon immeuble, je n'ai pas regardé en arrière. Le campus universitaire, le café où j'avais travaillé d'innombrables heures, le bâtiment d'économie où j'avais découvert ma passion, tout a reculé dans la fenêtre arrière. Devant moi se trouvait l'incertitude, oui, mais aussi la possibilité. Libéré des attentes que je ne pourrais jamais satisfaire. Mon téléphone est resté éteint jusqu'à ce que j'atteigne ma porte d'embarquement à l'aéroport d'OHRE. Lorsque je l'ai finalement allumé, des dizaines de notifications sont apparues, principalement des messages de soutien d'amis, mais aussi plusieurs appels manqués de mes parents. J'ai supprimé leurs messages vocaux sans les écouter. Alors que l'embarquement commençait pour mon vol vers Seattle, j'ai publié une simple mise à jour sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre. Direction Seattle. La photo d'accompagnement ne montrait que maintenant ma carte d'embarquement, la bague de fiançailles étant visiblement absente de mon doigt. Je l'avais rendue à Jason 3 jours plus tôt, un autre fardeau difficile mais nécessaire à déposer. Alors que l'avion accélérait sur la piste, je me suis senti m'élever, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, au-dessus de schémas trop profondément ancrés pour changer, planant vers un horizon où je pourrais enfin définir le succès selon mes propres termes. L'avion a atterri à l'aéroport de SeaTac sous un ciel typique du Pacifique Nord-Ouest, des nuages gris perle se séparant occasionnellement pour révéler de superbes vues sur les montagnes avant de se refermer comme des rideaux de théâtre. Avec seulement 2 valises contenant mes biens les plus essentiels, j'ai navigué jusqu'au transport terrestre, me sentant étrangement légère. Le chauffeur de la voiture mise à disposition par mon entreprise tenait une pancarte indiquant « Parker, Technova TNC ». La première fois que je voyais mon nom affiché avec une reconnaissance professionnelle. La conductrice, Amara, a bavardé amicalement pendant notre trajet de 40 minutes vers le centre-ville, me signalant des points de repère et me donnant des conseils pratiques sur la vie à Seattle. Première fois dans la ville, a-t-elle demandé, croisant mon regard dans le rétroviseur. Première fois que je prends un tout nouveau départ, ai-je répondu, regardant les gouttes de pluie couler sur la vitre. L'appartement d'entreprise a dépassé mes attentes, un studio meublé au 15e étage d'une tour du centre-ville avec des baies vitrées donnant sur Elliott Bay. La kitchenette contenait des ustensiles de cuisine de base et un panier de bienvenue avec du café de Seattle, du chocolat artisanal et un mot écrit à la main de Nathalie, « Bienvenue à Seattle et chez Technovat. Nous avons hâte de vous avoir parmi nous. » J'ai passé cette première soirée à déballer mes maigres possessions et à regarder les ferries traverser l'eau sur fond d'un coucher de soleil spectaculaire qui peignait le ciel en nuances dégradées d'orange et de violet. Mon téléphone s'allumait occasionnellement avec des SMS d'amis de l'université s'enquérant de mon arrivée, mais rien de mes parents depuis que j'avais bloqué leur numéro avant le départ. Le silence était à la fois libérateur et terrifiant. Mon premier jour chez Technovat a commencé par une orientation des nouveaux employés, où j'ai rencontré 4 autres jeunes diplômés rejoignant différents départements. La culture d'entreprise m'a immédiatement frappée comme étant différente de mes lieux de travail précédents. Le PDG a personnellement accueilli chaque nouvel employé,
partageant l'histoire et la vision de l'entreprise avec un enthousiasme sincère. Ma responsable de département, Karen, a passé 1 heure à discuter de mon rôle d'analyste financière, soulignant les opportunités de croissance plutôt que les responsabilités immédiates. Mon bureau comportait un petit paquet de bienvenue avec des articles de marque de l'entreprise et une liste de lieux de déjeuner accessibles à pied. Tradition de la première semaine, les nouveaux employés ne mangent pas seuls, m'a expliqué Jordan, un collègue analyste qui avait rejoint l'entreprise 6 mois plus tôt. Grand, avec des cheveux noirs bouclés et des lunettes rectangulaires, Jordan s'est autoproclamé mon guide officieux de Seattle. Pause café obligatoire à 15 heures, quand le coup de barre de l'après-midi arrive, m'a-t-il informé, s'arrêtant à mon bureau précisément à 15 heures chaque jour de cette première semaine. Grâce à Jordan, j'ai rencontré d'autres jeunes professionnels de l'immeuble, Esha du marketing, qui organisait des randonnées le week-end, Marcus de l'informatique, qui dirigeait une soirée jeux de société, Deepika du juridique, qui donnait des cours de yoga le samedi matin. J'ai d'abord décliné leurs invitations, utilisant la recherche d'appartements comme excuse, mais Jordan a persisté. Seattle est une ville difficile à percer socialement, m'a-t-il averti pendant le déjeuner du vendredi. La pluie garde les gens à l'intérieur la moitié de l'année. Si tu ne te fais pas d'amis maintenant, l'hiver sera long. Reconnaissant la sagesse de son avertissement, j'ai rejoint leur exploration du marché de Pike Place le samedi, découvrant des stands de nourriture et des boutiques d'artisans tout en apprenant la géographie complexe des quartiers de Seattle. Mon logement temporaire me donnait 2 semaines pour trouver un logement permanent. Les soirées et le premier week-end ont été consacrés à la recherche d'appartements dans les quartiers que Jordan avait recommandés. Capitol, il m'attirait par son énergie vibrante et sa facilité de déplacement à pied, bien que les prix aient d'abord semblé intimidants. Un coup de chance est arrivé lorsque Deepika a mentionné que son immeuble avait un appartement vacant, un petit 2 pièces dans un immeuble en briques des années 1920 avec des détails de caractère comme des moulures au plafond et du parquet. L'emplacement me permettait d'aller au travail à pied, économisant les frais de transport, et le propriétaire s'est montré flexible sur le calendrier du dépôt lorsque j'ai expliqué ma nouvelle situation professionnelle. Emménager a nécessité une budgétisation créative. J'ai acheté uniquement des meubles essentiels dans des magasins d'occasion et des détaillants à prix réduit, créant un espace simple mais fonctionnel qui m'appartenait entièrement. Les tentatives de contact de mes parents se sont poursuivies sporadiquement, des SMS alternant entre tactiques de culpabilisation, je n'arrive pas à croire que tu abandonnes ta famille comme ça, et pression financière, le plombier a besoin d'être payé vendredi. Je lisais chaque message, mais je n'y répondais pas, renforçant ma résolution. Avec les conseils du docteur Martinez encore frais dans ma mémoire, je m'entraînais à fixer des limites mentales même lorsque des limites physiques étaient en place. 1 mois après le début de ma vie à Seattle est arrivé un événement important, mon premier vrai chèque de paie. La notification de dépôt direct sur mon téléphone représentait plus qu'une compensation financière. Elle symbolisait l'indépendance acquise grâce à des années de sacrifice et de détermination. Ce soir-là, je me suis rendu à une succursale bancaire locale et j'ai ouvert des comptes courants et d'épargne, allouant 15% de mes revenus à l'épargne d'urgence plutôt que d'envoyer de l'argent à la maison, comme je l'avais toujours supposé. Suite à ma séance d'intégration avec les RH, je me suis également inscrite au régime 401K de l'entreprise avec la contribution maximale équivalente, ce que mes parents avaient toujours rejeté comme de l'argent que tu ne verras pas avant d'être trop vieille pour en profiter. Les évaluations de rendement trimestrielles sont arrivées plus tôt que prévu. Assise dans le bureau de Karen, j'attendais nerveusement des commentaires sur mes premiers projets et analyses. Je suis impressionnée, Emma, a-t-elle commencé, faisant référence à des rapports spécifiques que j'avais compilés. Vous avez un souci exceptionnel du détail tout en gardant une vue d'ensemble. C'est rare chez les nouveaux analystes. La conversation s'est terminée par une nouvelle inattendue, une petite extension de rôle et un ajustement salarial correspondant. Nous ne révisons généralement pas la rémunération avant le semestre, mais la qualité de votre travail justifie une accélération, a expliqué Karen. En retournant à mon bureau, j'ai lutté contre l'envie d'appeler mes parents pour partager cette réussite. Leur validation, me suis-je rappelé, était toujours assortie de conditions que je ne pouvais jamais tout à fait remplir. Au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS à Jordan et à mon cercle d'amis grandissants, qui ont célébré avec un 5 à 7 improvisé après le travail.
Mon appartement s'est progressivement transformé d'un lieu fonctionnel à un lieu véritablement personnel. Les visites des marchés aux puces le week-end ont permis de trouver des œuvres d'art abordables pour les murs auparavant nus. Une petite bibliothèque d'occasion a commencé à se remplir de manuels d'économie et de recommandations de romans de la part de collègues. J'ai accroché des guirlandes lumineuses autour de la fenêtre de ma chambre et fait des folies sur une literie de qualité, de petits luxes auparavant jugés inutiles. Sur ma table de chevet se trouvait le seul rappel physique de Northwestern, une photo encadrée du jour de la remise des diplômes avec Lily et ses parents, mes cordons d'honneur départementaux visibles contre les robes noires. Mes parents restaient visiblement absents de mes souvenirs affichés, n'existant que dans les pensées occasionnelles que je ne pouvais pas tout à fait bannir. 6 mois après le début de ma vie à Seattle, lors d'une promenade dominicale matinale au marché fermier de mon quartier, une prise de conscience m'a frappée avec une clarté inattendue. Je me sentais véritablement heureuse. Non pas le bonheur conditionnel que j'avais toujours recherché par la réussite ou la validation, mais un contentement ancré dans les expériences quotidiennes, le café du matin à ma fenêtre en regardant les ferries traverser le Sound, les défis stimulants au travail, les amitiés grandissantes avec des personnes qui m'appréciaient sans arrière-pensée. La vie que je construisais s'alignait sur mes valeurs plutôt que sur les attentes imposées par les autres. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal: la maison n'est pas forcément l'endroit d'où l'on vient. Parfois, c'est l'endroit où l'on se sent enfin autorisé à devenir soi-même. 6 mois et 3 semaines après mon arrivée à Seattle, un nom inattendu a illuminé l'écran de mon téléphone pendant une réunion du mardi matin: maman. Je me suis excusée, le cœur battant la chamade, et suis sortie dans le couloir. Répondre, c'était comme rouvrir une blessure en voie de guérison, mais le silence n'était pas viable éternellement. Allô ? Ai-je répondu avec prudence. Emma, c'est bien toi ? La voix de maman semblait à la fois familière et étrangère. Nous n'étions pas sûrs que tu répondrais. Ça fait si longtemps. S'ensuivit une petite conversation, des échanges maladroits sur le temps à Seattle, mon appartement, les réparations de leur maison apparemment terminées grâce à la connexion d'un voisin. Puis vint l'annonce: ton père et moi avons discuté. Nous voulons te rendre visite à Seattle le mois prochain. Nous avons trouvé des vols à prix raisonnable. La déclaration est tombée comme un rocher dans l'eau calme, créant des ondulations dans ma paix soigneusement construite. Me rendre visite ? Ici, ai-je réussi à dire, mon esprit parcourant les implications. Pourquoi maintenant ? Tu es notre fille, Emma. Tu nous manques et nous n'avons jamais vu Seattle. Quelque chose dans son ton, la mention soigneusement désinvolte de me manquer, prise en sandwich entre des détails pratiques, a déclenché de vieux soupçons. J'ai besoin de vérifier mon emploi du temps au travail, ai-je temporisé. Je suis assez occupée par des projets en ce moment. Plusieurs autres appels ont suivi au cours des jours suivants, chacun augmentant subtilement la pression. Nous avons déjà regardé les hôtels, a mentionné papa, bien qu'il soit terriblement cher en ville. Peut-être pourrions-nous rester chez toi ? J'ai tenu bon sur l'hébergement séparé, recommandant un hôtel à prix modéré près de Pike Place. Finalement, nous nous sommes mis d'accord sur des dates 3 semaines plus tard, une visite du vendredi au lundi qui minimiserait mon temps de congé nécessaire. J'ai passé ces semaines intermédiaires dans un état de préparation anxieuse, à la fois pratique et émotionnelle. Jordan a écouté patiemment mes inquiétudes pendant le déjeuner. N'oublie pas que c'est ton territoire maintenant, m'a-t-il conseillé. C'est toi qui fixes les règles. Ma thérapeute, le Dr Chen, que je consultais 2 fois par semaine depuis le 2e mois à Seattle, m'a aidé à établir des limites et à répéter des réponses aux déclencheurs potentiels. Le matin de leur arrivée, j'ai nettoyé mon appartement inutilement, il n'y resterait pas, pourtant, les vieilles habitudes ont refait surface automatiquement. Je les ai rencontrés dans le hall de leur hôtel, le premier contact en personne depuis plus de 7 mois. Maman avait l'air plus vieille, en quelque sorte, plus de rides autour des yeux, ses cheveux teints d'une nuance trop foncée pour son teint. Papa avait pris du poids, son polo familier tendu sur son ventre. Des accolades maladroites ont suivi, puis des plaintes immédiates concernant le retard de leur vol, le processus d'enregistrement à l'hôtel, les rues à sens unique confuses de Seattle. Cet hôtel, c'est du vol qualifié, a grommelé papa en rangeant sa carte clé et son portefeuille. 200 $ la nuit pour une chambre à peine plus grande que ta chambre à la maison.
Nous aurions pu économiser tout cet argent en restant chez toi. Maman lui a donné un coup de coude subtil, mais a acquiescé, c'est terriblement cher juste pour dormir. Les vieux schémas sont réapparus instantanément, leurs attentes que je gère leur expérience, absorbe leurs plaintes, donne la priorité à leur confort par-dessus tout. J'ai suggéré un déjeuner tardif dans un restaurant voisin connu pour ses spécialités du Pacifique Nord-Ouest, espérant qu'un repas partagé apaiserait les tensions. Tout au long du repas, ils m'ont bombardé de questions superficielles sur mon travail sans sembler enregistrer mes réponses, interrompant mes explications sur les modèles d'analyse financière pour commenter les prix du menu ou les conversations des clients voisins. Lorsque l'addition est arrivée, papa a ostensiblement attendu que je la prenne. « Eh bien, c'est toi qui as le travail d'entreprise chic maintenant », a-t-il dit avec un sourire crispé. Le lendemain comprenait des activités touristiques standards, le marché de Pike Place, la Space Needle, une croisière dans le port. Chaque lieu a suscité des réactions similaires, plaintes concernant les prix, la foule, le temps qui n'était pas tout à fait parfait. La visite de mon appartement a suscité un examen minutieux plutôt que de l'appréciation. « C'est ce que tu paies 4 fois notre hypothèque ?» a demandé maman en examinant mon modeste espace. « Et tu n'as même pas de vraie table à manger ?» Papa a ouvert mon réfrigérateur sans demander, commentant mes aliments biologiques coûteux avec désapprobation. Le dîner ce soir-là, dans un restaurant de milieu de gamme du centre-ville, a marqué le tournant inévitable. Après avoir commandé, maman a mentionné avec désinvolture des opportunités passionnantes à la maison dont il voulait discuter. Papa s'est penché en avant, baissant la voix d'un air conspirateur. « Johnson, de mon équipe de construction, tu te souviens de lui ? Son beau-frère lance une société de promotion immobilière. Il recherche des investisseurs. L'investissement initial n'est que de 5 000 $, mais les rendements pourraient être massifs. » Mon estomac s'est noué alors qu'il continuait. « Nous avons pensé qu'avec tes connaissances en finance, tu reconnaîtrais une bonne opportunité. En plus, tu pourrais nous conseiller sur les aspects administratifs. » La vérité s'est cristallisée avec une clarté douloureuse. Cette visite n'était pas une question de réconciliation, mais de collecte de fonds. La prise de conscience aurait dû faire plus mal qu'elle ne l'a fait. Au lieu de cela, je me suis senti étrangement calme, comme si la confirmation finale d'un diagnostic longtemps suspecté apportait du soulagement plutôt que du choc. « Donc, cette visite concerne l'argent ?» ai-je demandé directement, interrompant son discours d'investissement. Ils ont tous deux semblé véritablement surpris par ma franchise. « Bien sûr que non », a protesté maman. « Nous sommes venus te voir. C'est juste quelque chose que nous pensions qui pourrait t'intéresser. » « Vraiment ? » J'ai maintenu un contact visuel constant. « Parce que vous ne m'avez pas posé une seule question sur ma vie ici. Vous n'avez pas commenté ma promotion, ni demandé des nouvelles de mes amis, ni montré d'intérêt pour quoi que ce soit que je construis. Mais vous vous êtes plaint constamment des prix et maintenant vous me demandez de l'argent pour investir. » L'expression de papa s'est durcie. « C'est totalement injuste. Nous avons traversé le pays pour te voir après que tu nous aies abandonnés sans un mot. J'ai envoyé plusieurs messages avant de partir. Vous avez manqué ma remise de diplôme pour une fête du Super Bowl, puis vous m'avez immédiatement demandé de l'argent. » Dire ces vérités à voix haute dans un lieu public était à la fois terrifiant et libérateur. « Nous sommes tes parents », a sifflé maman en jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que les tables voisines ne pouvaient pas entendre. « Tu nous dois le respect, si ce n'est rien d'autre. » Le respect se mérite, ai-je répondu calmement. Il exige une considération mutuelle. Je me respecte suffisamment maintenant pour reconnaître quand on se sert de moi. Papa a repoussé sa chaise brusquement. Si c'est ce que tu penses de la famille, peut-être avons-nous fait une erreur en venant ici. J'ai hoché la tête lentement. Peut-être. J'ai fait signe au serveur pour l'addition, je l'ai payé sans discussion et je suis sortie seule dans la nuit pluvieuse de Seattle. De retour dans mon appartement, tremblant d'adrénaline, j'ai reçu un barrage de SMS. Comment oses-tu nous embarrasser comme ça après tout ce que nous avons sacrifié pour toi? Le dernier message contenait le poids manipulateur familier. Nous avons besoin d'un trajet jusqu'à l'aéroport demain matin, puisque nous ne pouvons pas nous permettre les prix exorbitants des taxis de Seattle. Ma réponse a été simple, il y a une station de métro léger à 3 pâtés de maison de votre hôtel qui va directement à l'aéroport. Cela coûte $3,25 par personne.
J'ai désactivé les notifications par la suite, me suis fait du thé et me suis tenu à ma fenêtre en regardant les lumières des ferries traverser le Sound sombre. Le lendemain matin, mes parents ont quitté l'hôtel un jour plus tôt, envoyant un dernier message disant qu'ils changeaient leur vol pour rentrer chez eux immédiatement, puisque, clairement, tu ne veux pas de nous ici. Aucun contact n'a suivi pendant plusieurs semaines, le plus long silence complet depuis mon déménagement. Lorsque ma mère a finalement envoyé un SMS, avec un « Nous sommes bien rentrés malgré les désagréments », j'ai répondu avec la même concision, « Heureuse que vous soyez bien rentrés ». Cet échange a marqué un tournant. Non pas la réconciliation qu'ils avaient potentiellement envisagée, ni la rupture complète que j'avais parfois envisagée, mais une relation distante menée selon de nouvelles conditions. La visite, aussi douloureuse qu'elle ait été, avait clarifié quelque chose d'essentiel. Je pouvais reconnaître mes parents comme faisant partie de mon histoire sans leur permettre de déterminer mon avenir. Exactement un an après l'obtention de mon diplôme, j'ai célébré en faisant une excursion d'une journée en solo au parc national du Mont-Rainier. Le moment était important, 12 mois depuis que j'avais traversé cette Seine seule, 12 mois à construire mon indépendance, à 3000 miles de l'endroit où mon histoire avait commencé. La montagne se révélait par intermittence à travers les nuages alors que je parcourais le sentier Skyline, sa présence massive à la fois humble et inspirante. Assise sur un affleurement rocheux surplombant la vaste étendue sauvage, j'ai réfléchi à mon parcours, non seulement à mon déménagement géographique, mais aussi à mon évolution émotionnelle. Les séances hebdomadaires de thérapie avec le Dr Chen s'étaient progressivement espacées à 2 fois par semaine, puis à 1 fois par mois. Grâce à ces conseils, j'avais commencé à déballer les schémas de mon enfance consistant à rechercher l'approbation de sources constitutionnellement incapables de la fournir. Le deuil le plus difficile, avait-elle expliqué lors d'une séance particulièrement révélatrice, n'est pas de perdre ce que l'on avait, mais de perdre ce que l'on n'a jamais eu, et d'accepter enfin que l'on ne l'aura jamais. Ce concept, faire le deuil du soutien de parents que je n'avais jamais réellement eu plutôt que celui de mes vrais parents que j'avais laissés derrière moi, a changé quelque chose de fondamental dans mon processus de guérison. J'avais construit une famille de cœur à Seattle qui me surprenait constamment par son soutien sincère. Jordan était devenu mon ami le plus proche, me présentant à des groupes de randonnée et des salles de concert, m'aidant à naviguer dans le paysage social de Seattle. Mon mentor technique au travail, Esha, m'invitait régulièrement à des dîners de famille où ses enfants me montraient leurs devoirs scolaires avec le même enthousiasme que mes parents n'avaient jamais montré pour les miens. Deepika du service juridique était devenue ma partenaire d'entraînement et ma confidente, partageant sa propre histoire familiale complexe lors de brunch post-yoga. Ma croissance professionnelle chez Technovat avait dépassé les attentes. 10 mois après le début de mon poste, j'avais été promue analyste principale pour notre division d'investissement durable, gérant désormais une petite équipe analysant les obligations à impact environnemental et les portefeuilles d'énergie verte. La promotion s'accompagnait d'avantages sociaux pour l'éducation que j'utilisais pour poursuivre une certification avancée en finance durable. Mon appartement s'était transformé d'un espace spartiate par nécessité à un véritable chez-soi, les murs ornés d'œuvres d'artistes locaux, les étagères remplies de ressources professionnelles et de romans, un petit jardin sur le balcon prospérant malgré mes talents de jardinière novice. Plus important encore, j'avais établi mon indépendance financière avec des limites clairement définies. Après la visite ratée, j'avais créé des paramètres structurés pour les interactions financières avec ma famille. Les cartes d'anniversaire et de Noël contenaient des cartes cadeaux modestes, jamais d'argent liquide, les colis occasionnels comprenaient des articles pratiques, mais jamais d'aide financière. Des réponses automatiques accueillaient toute demande directe de prêt ou d'investissement. Mes contacts avec mes parents s'étaient stabilisés dans un schéma prévisible, des appels téléphoniques mensuels d'exactement 30 minutes, des échanges superficiels sur le temps et les événements du quartier, aucune discussion sur les finances ou les griefs passés. Je gardais le contrôle de ces interactions grâce à un calendrier précis et des points de discussion préparés, mettant fin aux appels rapidement lorsque les vieux schémas réapparaissaient. Cet arrangement n'était pas la connexion familiale idéale, mais il représentait un progrès significatif par rapport à la fois à l'éloignement complet et à l'enchevêtrement toxique. Le changement le plus profond résidait en moi, reconnaître que la parentalité existe par les actions, et pas seulement par la biologie. Mes parents avaient contribué au matériel génétique et aux nécessités de base pour la survie, mais les conseils nourrissants et le soutien inconditionnel qui définissent une vraie parentalité étaient venus de mentors, d'amis, en fin de compte, de moi-même.
Assise à flanc de montagne, regardant les aigles planer sur les courants thermiques, j'ai reconnu la vérité complexe, fixer des limites n'était pas de l'égoïsme, mais de l'autopréservation. Les photos de remise des diplômes enfin affichées sur mon étagère n'étaient pas les portraits de famille que j'avais imaginés, mais des images avec la famille de Lily et mes professeurs d'économie, des gens qui étaient présents non par obligation, mais par sincère intérêt. 1 an après mon arrivée à Seattle, j'avais commencé à transmettre le soutien que j'avais reçu en encadrant des étudiants de première génération à l'université par l'intermédiaire d'un organisme à but non lucratif local, rencontrant mensuellement des adolescents de la région de Seattle qui naviguaient dans les demandes d'admission à l'université sans l'aide de leur famille. Je partageais des conseils pratiques sur les bourses, l'équilibre entre les études et le travail, et les formulaires d'aide financière. Plus important encore, j'offrais la preuve vivante que les limites familiales ne devaient pas déterminer les possibilités futures. Parfois, les familles dans lesquelles nous naissons ne sont pas équipées pour nourrir nos rêves particuliers, ai-je dit à Marissa, une jeune artiste brillamment talentueuse dont les parents décourageaient ses aspirations créatives. Cela ne signifie pas que vos rêves ne sont pas valables ou réalisables. Les ombres des montagnes s'allongeaient à mesure que l'après-midi progressait vers le soir. J'ai emballé mon équipement de randonnée et commencé la descente, chaque pas renforçant une vérité que j'apprenais encore à pleinement intégrer. Parfois, le choix le plus aimant dans une relation est la distance, un espace qui permet aux deux parties d'être authentiques plutôt que de perpétuer des schémas nuisibles. Le poids que je portais n'était pas seulement celui des attentes que je ne pouvais pas satisfaire, mais celui de la performance épuisante de faire semblant que ces attentes étaient raisonnables. Abandonner ce fardeau ne m'avait pas seulement permis de m'éloigner, il m'avait donné des ailes pour m'envoler vers une connexion et un but authentique. Alors que je rentrais vers Seattle, le coucher de soleil peignait les montagnes olympiques en or et en violet sur un ciel qui s'assombrissait. Mon téléphone contenait 3 appels manqués de ma mère au sujet de la nouvelle clôture d'un voisin qui empiétait de 6 pouces sur leur propriété. Demain, je rappellerai, maintenant les limites qui protégeaient ma paix durement acquise tout en reconnaissant notre lien. Ce soir, cependant, était consacré à la célébration, une année complète à me choisir moi-même, une année complète à construire une vie alignée sur mes valeurs plutôt que définie par les limites des autres. Ce soir-là, debout sur mon petit balcon, regardant les lumières des ferries traverser le Puget Sound, j'ai publié ma première photo de remise des diplômes publiquement, moi en toge et mortier avec la famille de Lily, souriant sincèrement malgré mes yeux rouges. La légende disait simplement, 1 an plus tard, je comprends que parfois, traverser seul une scène n'est pas un échec, mais le premier pas vers la découverte de son véritable chemin. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile entre les attentes de votre famille et votre propre bien-être ? J'aimerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que parfois, la chose la plus courageuse n'est pas de rester, mais d'avoir le courage de s'éloigner des situations qui vous blessent continuellement, même lorsque ces situations impliquent des personnes que vous aimez. Veuillez aimer cette vidéo si mon histoire vous a touché, abonnez-vous pour plus de récits de vie et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de la permission de donner la priorité à sa propre guérison. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi aujourd'hui.